Alors, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour continuer ce cours et tous les cours que vous avez durant ce master. D'accord? J'espère que vous m'entendez tous. On va commencer la séance. Je vous rappelle que la séance est enregistrée. Vous pourrez toujours revenir sur la vidéo pour réviser, utiliser comme support. Je vais commencer par reprendre ce qu'on avait déjà vu la dernière fois. Donc, on était sur le chapitre 3, où on avait commencé la thermodynamique des transitions de phase. Le chapitre précédent, si vous vous rappelez bien, il a été terminé par le changement de phase au niveau donc, des solides. On avait vu les différents états dans lesquels les solides peuvent se trouver. Et donc, on s'est limité dans un premier temps à tout ce qui est les différentes transitions de phase qui sont classiques, que ce soit donc le passage d'un solide à un liquide ou bien d'un solide à un gaz, et vice-versa dans le sens inverse. Maintenant, on avait commencé le chapitre 3, on avait essayé de généraliser l'idée de transition de phase. D'accord ? Au lieu de rester sur les transitions de phase classiques qu'on connaît tous, on est passé à définir d'une autre manière ou bien de généraliser la transition de phase. D'accord? On avait commencé par cette petite introduction. On avait dit que la thermodynamique des transitions de phase donc, est très importante dans la science des matériaux, puisque vous vous intéressez spécialement durant ce master aux matériaux. Et l'intérêt, c'est qu'elle permet d'étudier les conditions thermodynamiques qui président donc l'apparition de nouvelles propriétés de la matière. Vous voyez que maintenant, au lieu de parler donc de notions seulement d'état, on parle aussi de apparition de nouvelles propriétés. Donc ces propriétés, ce sont les propriétés physico-chimiques qui peuvent être utilisées dans des applications déterminées. D'accord? On avait repris la définition de la notion de transition de phase et on avait dit que on sait qu'une phase d'un système peut être décrite par tout un ensemble de variables d'état. Et on avait dit que la notion de phase est équivalente à dire que c'est donc l'état dans lequel se trouve le système. D'accord? De façon générale, on appelle transition de phase ou changement de phase le passage d'un corps d'un état physique donné, caractérisé par un ensemble de propriétés, d'accord? Donc avec un ensemble de propriétés, à un autre état physique qui peut être donc accompagné de nouvelles propriétés physiques. D'accord? Dans ce cas, on avait donné comme exemple donc, des propriétés magnétiques ou bien la propriété de supraconductivité. J'espère que vous vous rappelez bien des exemples qu'on avait vus la dernière fois. Et on avait parlé du cas spécial donc, de l'IPCO, donc un oxyde d'yttrium, barium et cuivre, pour lequel, si vous vous rappelez bien, on avait vu donc, la notion, premièrement, de magnétisme, donc la transition de phase d'un état qui est, on va dire, un état normal où on n'a pas de propriété magnétique à un état, donc un état où on a de nouvelles propriétés qui sont des propriétés magnétiques. Dans ce cas, grâce à l'effet, donc si vous vous rappelez bien, on avait parlé de l'effet Meissner. Cet effet, ces propriétés magnétiques, si vous vous rappelez bien, on avait dit qu'elles apparaissent au moment où on refroidit notre matériau, ici notre céramique IPCO, à des températures arrivant jusqu'à la température donc de liquéfaction de l'azote, d'accord, aux environs de 77 Kelvin. D'accord. On prend notre céramique en présence d'un aimant, si vous vous rappelez bien, et
donc à température ambiante, on avait vu que notre céramique reste donc normale. Elle peut être posée directement sur notre aimant. Rien ne se passe. Il n'y a pas de propriété magnétique au niveau de notre céramique IBCO. Au moment où on verse de l'azote liquide, si vous vous rappelez bien, on a vu que soudainement, la céramique commence à flotter. D'accord? Cette céramique, elle commence à flotter dans l'air. Grâce à quoi? Grâce à un champ magnétique qui est opposé au champ magnétique généré par l'aimant. D'accord? Et comme ça, donc, à température ambiante, on a une céramique qui n'a pas de propriété magnétique. Et en refroidissant, on a eu affaire à une céramique qui a donc des propriétés magnétiques. C'est une transition de phase d'un état qui est, on va dire, normal à un état magnétique dans ce cas. D'accord? À l'image de, par exemple, la fusion, le passage d'un état solide à un état liquide. Dans ce cas, on a le passage d'un état qui est normal à un état qui est donc, magnétique. D'accord? Une autre propriété, donc on avait vu donc, les applications, bien sûr. On avait parlé du maglev Shanghai, si vous vous rappelez, hein, on avait vu la vidéo du maglev Shanghai qui est déjà opérationnel. Et on a parlé aussi du maglev Japon. C'est un train à grande vitesse qui peut arriver à des vitesses au-delà de 610 km par heure. Et il est en phase d'essai. Et prochainement, je crois qu'il sera opérationnel. D'accord? Alors, on a parlé du passage d'un état normal à un état magnétique pour l'IPCO. L'IPCO aussi a la propriété de pouvoir passer d'un état qu'on va dire d'isolant à un état de supraconductivité. D'accord? Cette céramique aussi, en diminuant sa température, ce qui se passe, donc on diminue bien sûr la température, j'insiste sur la température qui est aux environs de la température de l'azote liquide. À température ambiante, cette céramique, c'est une céramique qui est isolante, d'accord? Elle ne conduit pas l'électricité, d'accord? En diminuant sa température jusqu'à la température de l'azote liquide, cette céramique devient conductrice, et non seulement conductrice, mais on dit supraconductrice, ça veut dire qu'elle va conduire l'électricité d'une manière sans avoir de perte au niveau, par exemple, de l'effet Joule. D'accord? Toute électricité qui sera générée donc, à la source va être transportée par cette céramique sans avoir de perte, d'où l'importance de cette application aussi, qui est l'application dans des câbles qui sont supraconducteurs, qui permettent de donc, déplacer, transporter l'électricité de la source vers donc, tout ce qui est, on va dire, application, sans avoir de perte sur le chemin, on va dire. D'accord? Dans ce cas aussi, vous voyez qu'on parle de température ambiante et température d'azote liquide. Et au moment où on arrive à la température de l'azote liquide, on a cette transition de phase qu'on va dire donc isolant, céramique isolante à céramique supraconductrice. Encore une fois, donc le passage d'être isolant à devenir supraconducteur, c'est une transition, encore une fois, de phase, à l'image, comme on vient de le dire, de la transition de phase solide à liquide, ou bien liquide à gaz, ou bien solide à gaz, et vice-versa. Alors maintenant, on peut généraliser. Au lieu de rester sur seulement les transitions de phase qui sont classiques, on peut généraliser à dire que la transition de phase peut être le passage, donc sous certaines conditions thermodynamiques bien sûr, à des températures ou pressions déterminées. On peut avoir le passage d'un état avec des propriétés définies à un autre état
ou d'autres propriétés donc, physiques peuvent apparaître. D'accord? Non seulement le changement au niveau, donc, on peut dire donc, visuel, mais aussi au niveau des propriétés qui peuvent donc, apparaître au niveau de ce matériau. D'accord? Donc, comment décrire maintenant ces transitions de phase au niveau thermodynamique? Donc, on décrit un état thermodynamique d'un système par potentiel obtenu par transformation de Legendre. Ces potentiels s'expriment par des variables d'état extensives et intensives qui caractérisent donc le système. D'accord? Donc, si le système est décrit par les deux variables température et pression, on choisira donc ici l'enthalpie libre ou bien l'énergie de Gibbs. D'accord? Si le système est décrit par des variables température et volume, on choisira l'énergie libre dans ce cas F. D'accord? Généralement, un système peut être décrit par la température et la pression. En général, ce qu'on utilise, donc, c'est l'enthalpie libre pour décrire un petit peu donc, les diagrammes de phase ou bien les transitions de phase. D'accord? Une petite remarque ici, donc, vous savez que donc, à l'équilibre, donc pour avoir un équilibre stable, on devrait avoir donc, l'énergie de Gibbs ou bien l'enthalpie libre minimale et l'énergie libre dans ce cas minimale. D'accord? Donc, pour avoir un équilibre, on devrait avoir G minimal et F minimal. Et si, donc, à cet équilibre, bien sûr, si c'est dans le système, donc delta G devrait être égal à 0. Et de même pour delta F. D'accord? J'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas si je suis en train de me parler à moi-même. Vous m'entendez? Oui, monsieur, oui. Très bien. C'est juste pour vérifier parce que sinon, des fois, je crois que je me parle à moi-même. D'accord? Alors, G et F devraient être minimum pour avoir un état d'équilibre qui est stable. D'accord? Donc, prenons par exemple le potentiel G dans ce cas, exprimé par la pression et la température. Si on trace la pression en fonction de la température, on peut avoir un diagramme de phase ici. Le diagramme de phase ici, il est représenté par quoi? Il est représenté par des lignes. Ces lignes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont séparer les différents états qui peuvent exister. D'accord? Dans ce cas, donc on a un état solide, un état qui est liquide et un état gazeux. Cette séparation entre les différents états, bien sûr ici, j'aimerais donc insister que ce sont donc les différentes transitions de phase ou bien les états qui peuvent être donc considérés comme les états qui sont classiques. Mais par la suite, on va voir que on va introduire donc les autres types d'états dont on avait parlé. Mais je vais rester pour l'instant sur les trois qui sont classiques, juste pour définir un petit peu qu'est-ce que le diagramme de phase. On a dit qu'on a ces lignes de séparation. Elles séparent les différents états. Ça veut dire que les différents états dans lesquels le matériau, bien la matière peut se trouver sur ce diagramme vont être représentés par ces surfaces. Par exemple, cette surface ici, ce sera celle du solide. Ici, cette surface sera celle du liquide. Et celle-là, donc elle sera la surface, le domaine où on aura le gaz. D'accord? Excusez-moi. Alors, on remarque qu'on peut avoir donc des intersections où on a donc un point qu'on peut nommer donc, ou bien qu'on nomme effectivement le point triple. D'accord? Le point triple, c'est un point où on a la coexistence des trois phases, solide, gaz et liquide. D'accord? Pour ce diagramme de phase, en général, donc,
aux températures et pressions très élevées, on peut avoir un point qu'on appelle le point critique. Donc, au point critique, ce qui se passe, c'est qu'au-delà de ce point critique, ce qui se passe, c'est que la phase liquide et la phase gaz ne peuvent plus être distinguées. D'accord? Donc, à ce niveau, dans cette région, ce qu'on a, c'est une espèce de bouillie. Pour être plus concret, je vais vous montrer donc par la suite une vidéo où vous allez voir ce qu'on appelle un fluide supercritique, où on a une espèce de bouillie, où on ne peut plus séparer ou bien distinguer la phase gazeuse de la phase liquide. Donc, ce sera une espèce de mélange entre les deux. D'accord? Mais avant ça, on va définir dans quelques caractéristiques des différentes courbes qu'on vient de voir ici sur ce diagramme de phase, qui est un diagramme de phase simple. On a premièrement donc, les différentes lignes de séparation, et ces différentes lignes de séparation, elles séparent la transition de phase d'une phase à une autre. D'accord? Donc on peut même définir ici pour que vous le sachiez, je crois que tout le monde le sait. Par exemple, le passage ici du solide au liquide est appelé la fusion du solide. D'accord? Je vais mettre en bleu. La transition de phase inverse est appelée solidification. Maintenant, si on veut passer du liquide au gaz, ça peut être évaporation, par exemple, pour l'eau, ou bien ébullition. Ébullition pour passer. Ce que j'ai fait ici, c'est pas correct. Et la transition inverse, est appelée condensation. Je crois que tout ça vous connaissez, mais c'est juste pour fixer les idées. Au moment où je parle, donc par exemple, je vais parler de condensation. J'espère que tout le monde va comprendre ce que je veux dire. Je crois que si je le mets sur celui-là,
là, ça sera mieux, ce sera plus clair. Tout ça. Voilà. Et ici, on a dit condensation. Et maintenant, on passe à la transition solide-gaz. Et ici, on aura donc la sublimation. Pourquoi? Ça, mieux. Sublimation. Et dans le sens inverse, ça peut être encore une fois donc solidification. Donc le retour du gaz vers le solide directement sans passer par l'état liquide. D'accord? Une autre propriété dans ce cas, donc on a les différentes transitions de phase ici, différents phénomènes qui se produisent. Et une autre particularité donc ici des lignes séparatrices, c'est que à ce moment-là, on aura coexistence des deux phases qui sont séparées au moment où on serait sur cette ligne, d'accord, de séparation. Par exemple, cette ligne, on aura coexistence du solide et du liquide. Sur cette ligne qui sépare le liquide du gaz, on aura coexistence du liquide et du gaz. Et sur celle-là, on aura coexistence du solide et du gaz sur cette ligne. Au niveau thermodynamique, cela peut être expliqué par l'égalité entre l'enthalpie libre du solide et l'enthalpie libre du liquide sur cette ligne de coexistence. L'égalité entre l'enthalpie libre du liquide et celle du gaz sur cette ligne de coexistence, séparation bien sûr entre les deux phases, et l'égalité entre l'enthalpie libre G de la vapeur et celle du solide sur donc cette ligne de coexistence. D'accord? En plus, en ce qui concerne donc le point T, le point triple, on a dit qu'il y aura coexistence entre les trois phases, solide, liquide et gaz, d'une manière thermodynamique. Si on parle d'énergie libre dans ce cas, puisque c'est le potentiel qu'on a pris dans ce cas, ayant la pression et la température, dans ce cas concret, on aura l'égalité entre les différentes enthalpies libres des différentes phases, vapeur, solide et liquide, au moment où on est sur le point triple. D'accord? Je reviens maintenant sur le point critique C. On a dit qu'au-delà de ce point critique C, on aura un fluide qu'on appelle fluide supercritique, où la phase liquide et la phase gazeuse donc, sont strictement identiques. Elles ne peuvent plus être distinguées l'une de l'autre. Et j'insiste sur le fait qu'on l'appelle un fluide supercritique. Pour voir ça d'une manière qui est plus concrète, je vous ai préparé une petite vidéo ici, donc sur YouTube, où on peut voir ce fluide supercritique. Avant de commencer, bien sûr, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qui a été effectué sur cette
expérience. On a donc une cellule, donc un cube, d'accord, où on va donc introduire donc un liquide et un gaz, donc d'hexafluorure de soufre, d'accord. Donc on a cette cellule dans laquelle on introduit donc l'hexafluorure de soufre ici. Donc au-dessus, ce sera une phase bien sûr gazeuse, et en dessous, ici, ce sera une phase liquide. Et bien sûr, vous avez donc l'interface, d'accord. Vous voyez ici que cette ligne, c'est l'interface qui sépare les deux phases, d'accord. Ce qu'on va faire, donc je vais revenir sur ma présentation en premier. On a dit que dans ce cas, pour avoir un fluide supercritique, ce qu'on doit faire, c'est augmenter la température et la pression donc, en même temps pour atteindre donc, cette zone, d'accord, aux températures et pression qui sont très élevées ici, d'accord. Donc, si vous avez donc une pression déterminée, vous devriez donc augmenter la température. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est jouer seulement sur la température. Et cela, donc pour la cellule, en introduisant, donc comment on va augmenter cette température, on va introduire de la vapeur d'eau, donc à travers donc, cette entrée. Bien sûr, donc, cette vapeur d'eau va sortir de l'autre côté pour maintenir, bien sûr, la température élevée. Cette vapeur d'eau va être maintenue à une température qui est très très élevée, qui va permettre de chauffer au niveau de ces deux phases, d'accord, liquide et gaz. Et on va voir ce qui va se passer. Premièrement, on va nous présenter bien sûr la cellule, comment elle est réchauffée. On vient de dire qu'on a introduction de l'eau, donc de la vapeur d'eau, donc ici, à des températures qui sont très élevées. Donc, tant que la température est inférieure à celle de donc, la température critique, on a cette séparation qui apparaît. D'accord. On a le liquide et le gaz. Maintenant, petit à petit, bien sûr, on est en train de chauffer, on commence donc l'ébullition. Et on aura vaporisation, bien sûr. Donc, on continue à augmenter la température. À un certain moment, ce qu'on va voir, c'est que les deux phases vont pratiquement se mélanger. Donc, les deux phases se sont pratiquement mélangées et donc l'interface, la séparation entre les deux phases n'existe plus, d'accord? Et on a disparition de l'interface comme vous le voyez, d'accord? Je vais remettre en marche la vidéo pour les gens qui n'ont pas remarqué la séparation, pas la séparation, mais la disparition, pardon, de l'interface, d'accord? Bon. Premièrement, on a cette interface. Vous voyez bien qu'il y a un liquide et un gaz.
Donc, vous avez toujours ici l'interface. Ça continue à évoluer. Et vous voyez que cette séparation, soudainement, elle disparaît. On a donc une espèce de bouillie ici, une espèce de mélange entre les deux où on ne peut plus séparer une phase de l'autre. D'accord? Avant de continuer, je vais essayer de vous laisser donc une petite définition du point critique. Point critique. Donc, est un point au-delà duquel un fluide supercritique apparaît. C'est un point où on ne peut plus distinguer les deux phases. Gaz et liquide. Et le fluide résultant est une espèce de bouillie des deux phases précédentes. D'accord. Une chose dont je n'avais pas parlé ici, mais je vais y revenir donc, sur l'autre diagramme. Mais avant ça, j'aimerais bien donc signaler que donc, en continuant le tracé de ces courbes de coexistence, ces courbes de séparation entre les phases, vous remarquez qu'on rentre dans une phase qui est différente des deux. D'accord? Donc, au moment où on rentre dans ces zones, ça veut dire qu'on est dans un état que j'avais déjà défini donc, durant les séances précédentes, un état métastable. D'accord? On avait déjà parlé de l'état métastable, par exemple du solide et du liquide, où on avait dit que le solide peut être en état de surchauffe. Ça veut dire qu'il devrait passer donc, à l'état liquide, mais il se maintient à l'état donc, solide. Et on avait parlé aussi de l'état de surfusion du liquide, où le liquide devrait passer, donc, et dans les conditions thermodynamiques en principe,
de passer à l'état solide, mais il se maintient à l'état liquide. D'accord? Dans ce cas aussi, donc ce sont des états qu'on appelle des états métastables. D'accord? Et si vous vous rappelez bien, on avait dit que les états métastables, ce sont des états où on a l'apparence de stabilité, mais ce n'est pas un état qui est stable. Ça veut dire que la transformation est si lente, donc la vitesse de la transformation est si lente que on ne peut pas apercevoir donc cette transformation. Il a l'apparence d'être stable, mais il ne l'est pas. Et n'importe quelle perturbation peut affecter donc le système pour le faire passer à l'état qui est le plus stable. Par exemple, si vous vous rappelez bien, on a parlé de l'état de surchauffe. N'importe quel changement apporté au système va faire passer directement, donc rapidement, le solide de son état solide à l'état liquide quand il est en surchauffe. D'accord? Maintenant, on va essayer de généraliser donc l'idée. On a parlé maintenant, dans un premier temps, de ce qui est transitions de phase qui sont classiques. On passe maintenant à un autre type de transition de phase. On va essayer de généraliser. Pour un corps pur, pour commencer, pour aller un petit peu petit à petit, allant de plus en plus dans le sens à compliquer les systèmes, on va commencer d'un point initial qui sera le corps pur et ensuite on va essayer de passer au diagramme tout spécialement binaire. On ne va pas passer donc aux diagrammes qui sont ternaires, qui seront de plus en plus compliqués. Mais l'idée, c'est de commencer par un corps pur. Un corps pur, on avait dit qu'un corps pur est en général donc composé d'un seul type d'atomes ou bien de molécules ou bien donc d'atomes qui sont donc d'ions pardon, qui se répètent, donc même s'ils sont différents, mais qui sont donc qui se répètent d'une manière donc on va dire homogène, d'accord? Donc pour ce corps pur, les changements de phase se traduisent par des diagrammes donc simples. On vient de le voir aussi pour les transitions de phase qui sont classiques, d'où l'existence donc d'où les courbes de coexistence pardon peuvent être donc prolongées. On vient de le dire donc au-delà de donc, le point triple ici. La différence dans ce cas de ce diagramme de phase, donc toujours c'est un diagramme de phase de pression en fonction de la température. Si vous le remarquez bien, vous pouvez voir que celui-là c'est le même diagramme de phase qu'on a vu précédemment. D'accord? C'est le même que celui-là. On a un solide, un gaz et un liquide. Ce qui se passe, c'est que si on va aux températures, bon, on diminue de plus en plus la température, bien sûr, on a donc la pression qui va varier. On remarque qu'à un certain moment, on a un nouveau, donc une continuation de ce diagramme de phase, ici, qui est similaire, mais la différence, c'est qu'on a, au lieu d'avoir le liquide, on a donc deux solides, un solide 1 et un solide 2, et donc en bas, on aura toujours le gaz. Que veut dire l'apparition d'un nouveau solide? Ça veut dire que on peut avoir donc en diminuant la température dans ce cas, bien sûr dans cette région de pression, on peut avoir une transition du solide 2 au solide 1 et vice-versa en augmentant la température, bien sûr. Cette transition va être une transition qui peut être soit d'apparition de nouvelles propriétés physiques, comme on a vu dans le cas de l'IPCO, soit la transition elle peut être un changement de symétrie au niveau de ce solide. D'accord? Si je prends le cas de l'eau par exemple, donc l'eau,
Elle peut être soit glace, soit eau liquide, soit vapeur d'eau. D'accord? Donc, elle peut être glace, liquide ou bien vapeur. Mais la glace, donc la glace en général, on sait qu'elle apparaît l'eau se solidifie à la température de 0 degré Celsius. Mais si on change encore une fois donc, les conditions, on continue à diminuer la température ou bien augmenter la pression, on peut avoir donc, un changement d'état au niveau de la glace, mais ce changement, mais cette transition de phase, elle est due à quoi? Elle est due au changement de symétrie. D'accord? Donc la glace, elle peut exister par exemple, la glace normale que nous connaissons, donc à 0 degré Celsius, un petit peu en dessous. C'est une glace qui a une structure qui est hexagonale. D'accord? Mais si on change les conditions, donc on varie la pression par exemple, on peut arriver à une transition de phase où la glace a une structure cristalline qui est similaire à celle du diamant. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça va avoir de la valeur, donc de la glace dans ces conditions. Donc de la glace, elle va toujours fondre au-delà de la température de 0 degré Celsius. D'accord? Mais en changeant les conditions thermodynamiques, on peut avoir donc une glace, l'eau sous forme de glace, qui a une structure cristalline qui est complètement différente. D'accord? Donc cette transition de phase, ici, elle peut être un changement de structure cristalline. D'accord? Donc cette transition de phase ici, solide 1, solide 2, ça peut être un changement de structure cristalline entre le solide 1 et le solide 2. Elle peut être donc l'apparition de nouvelles propriétés physiques, d'accord? Comme dans le cas de l'IPCO. En diminuant la température, suffisamment la température, on peut avoir une transition donc isolant supraconducteur ou bien une transition normale à matériaux magnétiques, d'accord? Donc, on a rajouté la notion de transition de phase au niveau d'apparition de nouvelles propriétés ou bien changement structural dans ce cas. D'accord? Donc c'est le même diagramme de phase, mais maintenant on a rajouté donc, le fait que l'apparition d'une nouvelle propriété physique ou bien un changement structural. D'accord? Pour que vous vous rappeliez de ça, je vais essayer donc, de vous rajouter donc, l'exemple de l'eau. Donc l'eau peut exister sous les différentes transitions de phase classiques. Solide, ça veut dire sous forme de glace. Liquide, l'eau courante que nous connaissons. Et gaz. Et gaz. Je vais arrêter mon téléphone, sinon ça va me déranger. Excusez-moi.
et vapeur. Et maintenant, au-delà de ces transitions de phase classiques, on peut dire que la glace elle-même peut se trouver, on va dire, sous différentes variétés allotropiques. Variété allotropique, ça veut dire avec différentes structures. Variété allotropique, ça veut dire avec différentes structures cristallines. Et on peut donner donc l'exemple, la glace à T égale à 0 et à pression atmosphérique à une structure, on vient de dire hexagonale. Et à pression P égale à une pression très élevée. Donc laissez-moi regarder sur mes notes la valeur de cette pression. À pression très élevée, donc 3 kilobars. À P égale à 3 kilobars. La glace devient se présente sous une structure similaire à celle du diamant. D'accord? D'accord? J'espère que c'est clair. C'est clair? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien. Monsieur, Oui. c'est quoi une variété allotropique? Variété allotropique, ça veut dire que je viens de vous le dire et je viens de l'écrire en plus. Attendez, je vais régler ça. Donc, variété, oui. Très bien. Variété allotropique, ça veut dire avec différentes structures cristallines. D'accord? Je l'ai mis ici, entre parenthèses. D'accord? Variété allotropique, ça veut dire que c'est l'eau, c'est la même eau, on n'a pas changé, on n'a pas effectué de réaction, donc c'est la même eau, mais ce qui va changer, donc c'est la structure cristalline ou bien aussi ça peut être la symétrie, d'accord? Au niveau donc cristallin, d'accord?
Donc, variété allotropique, ça veut dire que c'est la même glace, mais avec différentes structures cristallines. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a rajouté quelque chose pour changer donc, cette glace. D'accord? On a changé seulement les conditions thermodynamiques, dans ce cas, la condition de la pression. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Une question, donc une curiosité. Puisqu'on est en train de parler de la glace, je viens de me rappeler que donc, la glace a une particularité par rapport aux autres. Pardon, l'eau a une particularité par rapport aux autres liquides au niveau de sa solidification. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la solidification, au niveau du volume? Qu'est-ce qui se passe quand on solidifie l'eau par rapport à d'autres liquides? Monsieur, le volume augmente. Le volume de l'eau augmente. En général, le volume devrait changer comment? Varier comment? Pour le liquide. Est-ce que vous m'entendez? Comment devrait changer le volume des liquides en général? Est-ce qu'il augmente? En général, il diminue. Vous pouvez essayer de faire l'expérience chez vous. N'importe quel liquide diminue à l'exception de l'eau. D'accord? Bien sûr, si vous avez donc un mélange eau et un autre liquide, donc dans ce cas, c'est normal que donc, le volume va augmenter parce que vous avez de l'eau. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi, dans le cas de l'eau, on a cette augmentation du volume? Vous n'avez jamais pensé à vous poser cette question? Est-ce que je suis en train de me parler à moi-même ou bien je suis en train de parler seulement je crois que c'est Abou Saleh qui était en train de répondre. Je sais pas, Asmine, je sais pas si c'est Yasmine ou bien. Oui, ton nom, c'est quoi? Parce que j'ai Asmine, on ne t'entend pas. Tu as un problème au niveau du micro. Tu peux écrire ta réponse sur la fenêtre ici du, de la discussion. Et on va voir si c'est correct ou pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? C'est à cause de la nature de l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est une molécule. D'accord? C'est H2O. D'accord? Donc, la molécule de l'eau, elle est comment? On a un oxygène, deux hydrogènes. D'accord? Quand on a un liquide, je vais essayer de faire quelque chose qui soit donc, plus facile à copier pour que je puisse donc rapidement l'utiliser. D'accord? On a un oxygène et deux hydrogènes comme ça. Bien sûr, avec les doublés libres de l'oxygène, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. D'accord? Bien, pour expliquer ça, j'en ai pas besoin. Si on est dans le cas de la vapeur d'eau, on aura des molécules comme ça qui devraient être séparées les unes des autres, d'accord? L'une loin
de l'autre. La vapeur elle peut être représentée de cette manière. Dans le cas du liquide, donc, quelle est la différence entre la vapeur, entre le gaz et le liquide? On en avait déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Au niveau thermodynamique, au niveau d'entropie. Je crois que je suis en train de faire le cours tout seul. Hein. On avait dit que le désordre augmente donc, en ayant de la vapeur, plus ordonnée relativement à la vapeur, donc le liquide, et le plus ordonné de toutes les phases, donc, entre la vapeur, le liquide et le solide, ça sera le plus ordonné, ça sera le solide, d'accord? Donc il y aura moins de désordre dans le cas du liquide et bon, les molécules d'eau vont se disposer comme ça, essayer d'être plus ordonnées. Elles ne seront pas aussi loin les unes des autres que dans le cas ici de la vapeur. Ça, c'est le liquide. Donc, je vais vous faire une représentation maintenant du solide, grosso modo, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. On a dit qu'à 0 degré Celsius, ça devrait être dans une structure hexagonale. Mais d'où est-ce que tient cette propriété? Oui, pardon. Cette propriété de volume qui augmente. Je viens de dire que l'eau le tient de sa nature, qui est une molécule bien déterminée avec son angle ici bien déterminé pour la séparation entre les deux hydrogènes. Maintenant, l'eau va essayer de se disposer d'une manière, on va dire, plus ou moins hexagonale. Non. Je vais faire, c'est grouper en premier. J'ai besoin d'un autre hydrogène ici. Regardez ce qui va se passer quand je suis en train d'ordonner tout ça.
Donc, regardez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que au moment où vous avez donc votre structure cristalline, grosso modo, d'accord, donc ce n'est pas, donc c'est une représentation un petit peu donc comme ça, donc rapidement. Ce que vous avez donc, les molécules vont s'ordonner d'une manière donc à former dans votre structure hexagonale, d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer à cause du fait que ce sont des molécules qui vont former donc cette structure, vous aurez la formation donc d'espaces vides dans votre structure, d'accord? Ce qui va augmenter par rapport au liquide le volume, d'accord? Vous voyez que dans ce cas, les molécules, elles peuvent se chevaucher entre elles. Par exemple, je vais mettre une molécule comme ça, elles peuvent se chevaucher entre elles de la manière suivante, d'accord? Il n'y a pas cet espace, d'accord? Un hydrogène peut venir se mettre donc ici, par exemple, d'accord? Mais dans ce cas, puisque ça devrait être donc ordonné, ce qui se passe, c'est que dans ce cas, vous avez un espace qui est vide qui va donc augmenter le volume dans ce cas. Donc, il tient cette propriété de la nature des molécules. Donc, d'accord? Et pour que vous vous rappeliez, si vous avez oublié, on a dit que l'ordre augmente dans ce sens. Le désordre augmente dans le sens inverse. Alors, le solide est le plus ordonné, le liquide moins ordonné que le solide, et le moins ordonné de tous, celui qui contient le plus de désordre, c'est la vapeur ou bien le gaz. D'accord? Alors, revenons à nos moutons. J'espère que c'est clair. Oui, Monsieur. oui, Rougi. C'est qui ici, Abou Saleh ou bien Rougi qui parle? Abou Saleh, je crois. Je n'ai pas eu de réponse ici. Oui, Monsieur, oui. qui se passe si la pression dépasse 3 kbar? Comment? Est-ce Si que on la peut avoir, structure de on peut glace avoir- serait la même? plus de structures. Je crois qu'il y a six structures cristallines qui peuvent exister au niveau de la glace. D'accord? Pas seulement deux. D'accord? J'ai donné cet exemple, mais elle peut encore une fois changer de structure cristalline. D'accord? On a six variétés. Donc, moi, maintenant, j'ai utilisé le mot que votre collègue n'avait pas bien saisi. On aura, pour l'eau, on peut avoir six, selon les conditions, bien sûr, de température et de pression. D'accord? On peut avoir six variétés allotropiques. Ça veut dire six variétés avec différentes structures cristallines. D'accord? Abou Saleh, tu avais une question? D'accord. Non, monsieur. Eh bien, j'espère que c'est clair. On revient maintenant à ce qui nous intéresse réellement. On avait déjà parlé de la continuation de ces courbes de coexistence, d'accord? Et on avait dit que pour ces courbes de coexistence, ça serait donc des états métastables, d'accord? Un état métastable, on a dit que c'est un état qui a l'apparence d'être stable, mais qui ne l'est pas. Je ne sais pas si on l'avait déjà défini, sinon je vais le réécrire ici. Un état métastable, un état thermodynamique
qui a l'apparence d'être stable, mais en réalité qui ne l'est pas, car sa vitesse de transformation est si lente qu'elle ne peut être aperçue à l'œil nu. D'accord? Sa transformation est si lente que juste en observant, on ne peut pas apercevoir cette transformation. Encore une fois, donc exemple. Exemple d'état métastable des états. État métastable. Est-ce que vous pouvez me citer des exemples d'états métastables? La surfusion, le surchauffement, La surfusion de quoi? la surfusion, La surfusion d'un liquide. D'accord? Donc, on reste à l'état liquide malgré le fait qu'on devrait être à l'état solide. D'accord? Surfusion d'un liquide. J'ai entendu là le surchauffement bien, la surchauffe. De quoi? d'un solide. D'un solide. Donc, un solide devrait passer à l'état liquide, mais il se maintient à l'état solide et assure quoi? Qu'est-ce qu'il manque? Il y a des gens qui peuvent savoir ça sans utiliser Google, bien sûr. Vous avez accès, je ne peux pas vous voir et vous pouvez bien sûr donc aller sur votre téléphone et chercher donc la réponse. D'accord? Alors, bien sûr, saturation. Dans ce cas, une vapeur, mais d'un gaz similaire. D'accord. Pardon, encore une fois d'un liquide. Pardon, la saturation d'un liquide. Je suis trompé. Très bien. Alors maintenant, comment comprendre ça au niveau de notre diagramme? On vient de dire qu'on a la continuation de ces courbes.
en principe, ce qu'on devrait avoir donc, à ce moment, donc ça c'est la courbe de séparation liquide et gaz, d'accord? Et le passage donc d'ici à ici, ce qu'on devrait avoir en principe, ça serait quoi? Le gaz ou bien, pardon, on devrait avoir, donc on est rentré dans la zone du solide, mais on est rentré ici et qu'est-ce qu'on aura maintenu à ce niveau, le liquide ou bien le gaz, à votre avis? Donc, on a cette séparation liquide-gaz et on a cette séparation solide-liquide, d'accord? Et on est en train de passer dans ce sens, d'accord? Le liquide, en principe, devrait devenir solide, d'accord? Mais dans ce cas, c'est cette courbe, c'est la continuation de cette courbe, donc on a liquide et gaz. Ça veut dire que dans ce cas, on aura surfusion du liquide puisqu'on rentre dans donc, la partie du solide. Donc dans ce cas, en principe, G du solide devrait être inférieur à G du liquide. G, c'est quoi? C'est l'énergie de Gibbs. On avait dit que pour avoir la stabilité, G devrait être minimal. Mais malgré ça, donc à ce niveau, on a donc le liquide qui va se maintenir. D'accord? Où est-ce que je peux mettre ça? Je vais mettre un autre slide. Ici. Alors, on va mettre la continuation de la courbe de coexistence liquide vapeur liquide gaz pour suivre ce qu'on a déjà sur le diagramme représenté par la courbe en pointillé. Représente un état métastable. C'est la surfusion. Car à ce moment, le liquide devrait passer à être solide. Je vais mettre entre parenthèses puisque c'est solide 2. D'accord? Or, il se maintient à l'état liquide. Donc, sur la courbe de coexistence, on a G liquide est égal à G vapeur.
sur la continuation de la courbe de coexistence. G liquide va être supérieur à G solide. Donc c'est la preuve que effectivement, donc si on se réfère à la définition ici, que ce n'est pas l'état le plus stable. D'accord, l'état le plus stable devrait être donc le solide. D'accord, et dans ce cas, donc, G liquide sera supérieur, G solide sera celui qui devrait être, donc devrait représenter la stabilité. D'accord. Maintenant, on va essayer de changer de direction. Au lieu d'aller du liquide vers le solide, ce qu'on va faire, c'est prendre la courbe de coexistence solide-gaz, dans ce cas, et sa continuation. On devrait aller dans le sens inverse. D'accord ? On va commencer par les cas qui sont simples, et ensuite essayer de passer à ce qui est un petit peu plus compliqué. D'accord ? Dans ce cas, le solide 2 devrait être sous sa forme liquide. Or, si on reste sur cette courbe, on aura un état métastable, encore une fois, et cet état métastable va correspondre à la surchauffe du solide 2. Je vais gagner du temps, je vais copier ça. La continuation, dans ce cas de la courbe de coexistence, solide, gaz, je spécifie que c'est solide 2. On va présenter avec E ici, pardon. Par la courbe en pointillé représente un état métastable, c'est la surchauffe dans ce cas. Surchauffe du solide. Ici, c'est la surfusion du liquide. Car à ce moment, donc le solide 2 devrait passer à être liquide. Or, il se maintient à l'état solide dans ce cas. Sur cette courbe,
G solide est égal à G vapeur. Sur la continuation de la courbe de coexistence, maintenant on va inverser ça. G solide va être supérieur à G liquide si on veut l'interprétation thermodynamique au niveau de l'enthalpie libre dans ce cas. On va passer au dernier cas. Dernier cas. Maintenant, on passe à cette continuation de la courbe, donc de séparation de coexistence, ou bien de coexistence solide et liquide. Et à ce moment, en principe, qu'est-ce qu'on devrait avoir? On devrait avoir le liquide qui devrait passer à être vapeur dans ce cas. Or, il va se maintenir sous forme liquide. On a donc la sursaturation d'un liquide dans ce cas. Je vais vous mettre donc la flèche pour les gens qui vont revenir sur la vidéo. Donc dans ce cas, on est dans ce sens. D'accord? Le liquide devrait devenir gaz. Donc dans ce cas, la continuation de la courbe de coexistence solide 2, maintenant liquide, le troisième cas. On a eu affaire à solide, liquide, liquide, pardon, gaz solide, et maintenant liquide, pardon, solide, liquide, dans ce cas, solide, liquide. Donc les trois cas ont été traités. Donc liquide, gaz, solide, gaz et solide, liquide, représenté par la courbe en pointillé, représente un état métastable, c'est la sursaturation du liquide dans ce cas. Je m'excuse, c'est un peu lent parce que avec donc, la séance qui est en ligne, l'ordinateur il devient de plus en plus lent. La sursaturation du liquide, car à ce moment, le liquide devrait passer à être un gaz. À être un gaz ou bien vapeur. Or, il se maintient à l'état liquide. Et sur la courbe, G solide est égal à G liquide. Et sur la continuation de la courbe, G liquide devrait être supérieur à G vapeur, parce que c'est la vapeur qui devrait être la plus stable.
D'accord? Donc, on peut définir les états métastables. C'est clair jusqu'à maintenant? Bon, pas de réponse, ça veut dire que c'est clair. Même chose maintenant, sans bien sûr définir dans ce cas, donc, puisque ceux-là, ce sont donc liquides, gaz et solides, ce sont les transitions de phase classiques qu'on connaît. On leur a donc donné un nom au niveau de leur état métastable, mais la même chose peut se produire aussi dans le cas d'un changement au niveau de la structure. Et dans ce cas, par exemple, le solide 2 devrait passer à être avec une structure du solide 1, mais ici, on aura un état métastable où le solide 2 donc, va se maintenir avec ce type de structure cristalline au lieu de passer à la structure cristalline du solide 1. Encore une fois, ici, ça sera un état nommé état métastable. D'accord? On a commencé, donc, on avait dit commencer par un corps pur et ensuite passer à des systèmes qui sont plus compliqués. On va se contenter d'étudier, dans notre cas, les systèmes binaires, mais ce qui est applicable au système binaire peut être appliqué au système ternaire, où les choses vont encore se compliquer de plus en plus, puisqu'on aura 3 constituants dans ce cas, d'accord? Pour un système hétérogène, on vient de le dire, donc il va être constitué d'au moins 2 constituants qui sont différents, peut-être donc 2 corps qui sont purs, mais qui sont différents, d'accord? Et je viens de le dire, on va s'intéresser à un système binaire AP formé, donc, on va dire d'un constituant A et d'un autre constituant qui est B, qui peuvent former un solide ou un liquide, puisqu'on s'intéresse tout spécialement à la matière condensée. Et dans ce cas, donc, plusieurs phases peuvent être donc présentes sur le diagramme de phase, donc en équilibre. D'accord? Et maintenant, au lieu d'avoir un seul corps pur, où on avait ce type de diagramme de phase où on peut représenter la pression en fonction de la température, on peut avoir ce type de diagramme de phase où on représente dans ce cas l'énergie. Dans ce cas, c'est l'énergie, c'est l'enthalpie, pardon, libre, en fonction des fractions des constituants A et B. D'accord? Donc, je crois qu'on va prendre une petite pause, 15 minutes, pour qu'on entame cette partie d'une manière donc continue et essayer de vous expliquer les choses d'une manière qui soit claire, je l'espère, pour vous, puisque les diagrammes de phase sont très importants, tout spécialement leur lecture. D'accord? On va s'arrêter ici pour l'instant. Vous prenez 15 minutes de pause et on reprend à, donc, on va dire à 10h50. D'accord? Donc à 10h50 minutes, on reprend. Je vais arrêter l'enregistrement pour l'instant pour avoir des fichiers qui sont plus petits à mettre sur donc, YouTube. D'accord?